Bonjour à tous. Ça va, vous m'entendez bien? Oui. Parfait, merci. Bah écoutez, désolé un peu pour être arrivé en retard, j'ai eu un impératif, j'ai raccroché les wagons. Me voilà, donc on va avoir le plaisir maintenant d'écouter Andrea Salvatores du CEA Marcoule. Donc, brièvement, Andrea a démarré sa carrière chez Elf, puis au CEA, où il a eu l'occasion de travailler en fait sur l'ensemble du cycle du combustible nucléaire, en R&D, sur les rejets, les opérations de dissolution, avec plusieurs missions sur La Hague, donc entre le CEA Marcoule et l'usine de La Hague. Et il a aussi transféré des activités de fabrication depuis Cadarache en fabrication du combustible, ce qui lui a permis d'avoir vraiment une vision complète de la gestion du plutonium. Si bien que maintenant, il occupe un poste à la direction des programmes du CEA, dans le programme cycle du nucléaire, et il va pouvoir nous présenter une vision stratégique des activités françaises de retraitement. Donc, merci Andrea d'avoir accepté de participer à ce webinaire, et du coup, tu as la parole. Merci Damien. Je ne sais pas si tout le monde m'entend, c'est bon pour tout le monde. Donc, je vais essayer de vous faire un panorama, comment dire, du cycle nucléaire, de faire une photo un peu de ce qui s'est fait aujourd'hui. C'est quoi les sollicitations ou c'est quoi comment dire, les éléments qui vont faire qu'il va y avoir ou qu'il y aura du changement, et puis de voir comment on le redécline. Et alors tout ça en fond d'hydrométallurgie. Mais mon propos est de dire, il y a tout un environnement qui est en train de bouger et comment on peut le faire bouger. Donc je vais passer en mode présentation. Alors, je pense que ça doit être bon pour vous. Parce que là, je ne vois. Donc voilà. Euh, Le contexte est donc les options de cycle. Hein. Première chose, je vais reprendre quelque chose d'assez classique, hein, mais de rappeler les grands principes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en termes de cycle nucléaire? La France est engagée depuis les années 80 sur comment dire, sur le monorecyclage, à savoir, je vous l'expliquerai, donc une récupération de la manière valorisable qui est le plutonium pour la remettre dans le cycle une fois. Donc, cette approche-là permet une économie. Tout à l'heure, on parlait des gisements, des ressources qu'on peut avoir aujourd'hui. Ben, le fait d'avoir un cycle comme on l'a aujourd'hui en France permet d'avoir comment dire, une économie de la ressource naturelle de 10%. Pareil, aujourd'hui, on a le fait d'avoir un monorecyclage, donc de retraiter les combustibles à l'usine de La Hague. On a donc on a des déchets qui sont exempts de plutonium puisque ils sont, puisqu'on a, on les a, le plutonium, on le récupère par le procédé Purex et on le revalorise en refabrication de combustible. Le fait d'utiliser du combustible, ça a l'autre avantage, bah, c'est qu'on brûle du combustible, en dire simple. Hein, donc ça permet donc d'épuiser en fait la quantité qu'on produit toutes les années de plutonium. Donc on la réduit en brûlant le plutonium fissile. Et d'une certaine manière, c'est un des avantages qui est certainement les plus visibles, hein, c'est celui le fait de dire qu'on a en France, lorsqu'on traite 1 millier de tonnes par an de combustible, et ben les 1 000 tonnes, enfin il y a 1 millier de tonnes de combustible qui sortent des réacteurs, et il y a 1 millier de tonnes de combustible qui sont retraités à la Hague. Donc ça veut dire qu'en fait on a un encours de combustible non traité qui est très limité. Donc ça permet d'éviter d'avoir de l'entreposage de combustible usé. Aujourd'hui, on rappelle d'ailleurs que le combustible MOX usé, qui lui n'a fait qu'un tour dans ce cycle, hein, c'est un recyclage, mais un mono-recyclage, il est entreposé. Deux, il n'est pas considéré comme un déchet à proprement parler, puisque même s'il n'est pas retraité, il n'est pas recyclé aujourd'hui. C'est pas considéré comme un déchet, tout simplement parce qu'il reste encore pas mal de matières valorisables et on le verra par la suite. Et enfin, le fait de dire aujourd'hui on ne le fait pas, c'est vrai jusqu'à un certain point, puisqu'on l'a fait par ailleurs. On a fait aujourd'hui, il y a eu des campagnes de démonstration industrielle sur l'établissement de la Hague qui ont permis de traiter 70 tonnes. Donc on a abordé le problème en disant avec un outil industriel, pas juste dans un bécher, dans un laboratoire. On a fait la démonstration donc qu'on pouvait faire un traitement du MOX usé cette fois-ci.
Donc, vous voyez sur le schéma, hein, tout à l'heure, on parlait de la mine, donc l'extraction, l'enrichissement à pierre latte, l'uranium appauvri, et puis toute la phase de fabrication, on l'introduit en réacteur. Il y a une phase d'entreposage, comment dire, ponctuel. L'usine de Lannes qui va permettre de récupérer le plutonium pour après refabriquer du combustible à Ménox. Donc ça, c'est le cycle aujourd'hui comme on l'a actuellement. Alors, il y a des choses qui ont changé quand même depuis 2020, parce que notamment, il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites. Hein, donc, aujourd'hui, le président de la République a annoncé la relance de la filière nucléaire. Donc, c'est une orientation assez forte. La construction de 6 nouveaux réacteurs de type EPR2 et avec une échéance de 2035. Il y a l'autre point qui a été vu au CPN, donc Conseil de politique nucléaire, où ça a été validé qu'on est dans une logique de prolongation de durée de vie des réacteurs nucléaires au-delà de 60 ans. Donc, tous ces éléments-là vont rebattre un tout petit peu les cartes, où on vont peut-être pas les rebattre totalement, mais on va redonner des nouvelles orientations, des échéances qui vont un tout petit peu bouger. Par exemple, il faut avoir en tête, là, j'ai pas remis sur la présentation, mais que les réacteurs qui sont MOXés, donc qui utilisent cette matière qui est recyclée, ça fait partie des réacteurs les plus anciens. Donc, eux, leur durée de vie est quand même à prendre en compte, parce que si on commence à les arrêter, bah, ça voudrait dire qu'on diminuerait la quantité de combustible à recycler pour récupérer le plutonium et refabriquer derrière le combustible MOX. Donc ça, c'est le premier élément. Déjà, on voit qu'il y a quand même une dynamique. Il y a vraiment une dynamique qui a été lancée par l'État. Le deuxième point, donc la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, hein, 2019-2028, la prochaine devrait plus tarder. Et il y a un certain nombre d'éléments qui vont être très structurants. Sont évoqués, par exemple, l'étude de la faisabilité d'un multi-recyclage, donc un multi-recyclage, donc évoluer du mono vers le multi-recyclage dans les réacteurs à eau légère de troisième génération, avec deux objectifs. Hein, la faisabilité aujourd'hui, c'est ça ce qui est regardé, la stabilisation des inventaires en plutonium et ceux des combustibles usés MOXés. Donc, ça serait de reprendre les combustibles qui sont aujourd'hui entreposés côté MOX usé, de les reprendre et de les remettre, et donc de leur faire faire plusieurs tours dans le réacteur. Et puis derrière, il y a quand même toujours l'idée qu'à un horizon où justement les ressources, il y aura une raréfaction des ressources, où ça deviendra peut-être plus comment dire, plus pertinent de passer par des cycles qui ne font plus appel à la ressource uranium naturelle, ceux des réacteurs à neutrons rapides, et donc d'avoir une évolution où on devrait avoir quelque chose qui devrait s'affranchir de la ressource et donc avoir un système qui devient plus souverain, quoi. Donc là, je vous ai remis aujourd'hui donc la production des MOX, donc c'est alimenter la flotte 900, les premières étapes préparer aussi l'utilisation des MOX dans les 1300. Derrière, l'enjeu c'est le multi-recyclage et à plus long terme donc d'avoir des programmes de R&D ou de stratégie pour la fermeture du site complètement. Donc, je vais vous détailler ces deux approches de recyclage. Comme on le voit, elles recyclent et on le verra aussi que c'est pas recycler exactement les mêmes objets. Et donc de voir donc leurs enjeux et leurs verrous qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, donc le multirecyclage, ce qui est déterminé dans le multirecyclage du plutonium dans des réacteurs de troisième génération. Donc il y a quand même CEA, EDF, Framatome et Orano qui ont mis en place un programme de R&D pour évaluer aujourd'hui, statuer sur l'intérêt du multirecyclage avec un différent prisme. La première chose, c'est l'aptitude à stabiliser ce que je vous ai dit, le plutonium, l'uranium de retraitement et les inventaires de combustibles irradiés, réduire les déchets à stocker et réduire la quantité de ressources naturelles, parce qu'on augmente en fait la capacité et comment dire, l'intensité du recyclage. Aujourd'hui, donc, c'est statuer sur la faisabilité industrielle, parce que c'est pas juste le scénario qui doit nous intéresser ou les schémas de flux, mais aussi au niveau de l'outil industriel, donc des réacteurs, évaluer la possibilité comment dire, de déployer le multi-recyclage en EPR2 à partir de 2040. Et côté cycle, c'est de dire, très bien, lorsqu'on passe à un traitement massif de ces objets que l'on stocke aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous faudra ou quelle sera la gap à franchir pour le faire de manière industrielle, quoi. Et puis derrière, donc effectivement, une évaluation technico-économique de l'intérêt de l'ensemble. Une fois qu'on aura une photo avec les différents outils, les réacteurs et les installations du cycle,
et ben, il y aura quelque chose qui fera qui embrassera l'ensemble des problématiques et des avantages ou des défauts qu'il peut y avoir sur ce système-là de les évaluer. Donc on voit cette fois-ci, on n'a plus, comment dire, si je reprends le même schéma de tout à l'heure, euh, on a comment dire, le combustible MOX qui n'est plus entreposé, chose qui était faite dans ce qui est fait aujourd'hui dans le cas du monorecyclage. En fait, on le fait repasser sur l'usine de La Hague, on le retraite, on récupère la matière valorisable. On verra qu'il y a il y a des notions de bonifier cette matière parce elle a été quand même un peu épuisée par le premier passage en réacteur et donc de la faire retourner. Donc, on refabriquerait des combustibles MOX avec du plutonium de deuxième génération, le repasser en réacteur et ainsi de suite, quoi. Donc, on a quand même quelque chose qui est assez vertueux puisqu'on a cette fois-ci, on s'affranchit de ce terme-là, de l'entreposage du combustible MOX. Alors, les premiers résultats qu'on a pu avoir, hein, donc on voit que le design des assemblages MOX, les études ont montré qu'il était assez proche, qu'il y a une synergie sur la connaissance de ce qu'on a aujourd'hui sur les combustibles MOX en réacteur, et donc ça sera plutôt un gain. Et on voit les premiers travaux montrer qu'il y avait, ben, on voit alors sur comment dire, sur les inventaires de combustibles usés, c'est le bien fondé de la stratégie. Donc, on voit que l'objectif est atteint. Hein, il y a certains horizons. On voit on n'a plus une accumulation de ces combustibles MOX, mais on les reprend au fur et à mesure, hein, parce qu'il faut les reprendre, on les produit, mais il faut les reprendre en même temps. Donc, on voit il y a les études de scénario montrent qu'il y a une stabilisation. De même pour comment dire, les inventaires en plutonium. Et on voit que l'augmentation des actinides mineurs, parce qu'il y a quand même un problème de physique derrière sur le multirecyclage du plutonium, c'est les actinides. En fait, on évalue aussi l'augmentation des actinides qui vont être produits. Donc ça, c'est les premières étapes. On regarde vraiment le multirecyclage dans des réacteurs réels et on essaie d'en évaluer vraiment aujourd'hui, on commence à avoir les premiers éléments de faisabilité de l'ensemble. Aujourd'hui, maintenant, après, si on se projette à des horizons un peu plus éloignés, alors je suis désolé pour Madame Mango, mais l'idée quand même, c'est de supprimer comment dire, la ressource en passant par le réacteur à neutrons rapides. Et donc, on change totalement le paradigme du cycle du combustible, puisqu'on change de technologie de réacteur, on change comment dire, de type de combustible à recycler, et on voit que donc on est dans des il y a plus de production de plutonium qui est non recyclé, il y a plus de production de combustible qui est non recyclé. Et donc une utilisation du stock d'uranium appauvri. Donc non seulement on s'affranchit d'une ressource, mais en plus on valorise une autre ressource qui est celle de l'uranium appauvri. Donc ça, c'est à des horizons plus lointains. Et aujourd'hui, on en étudie la faisabilité ou comment on peut, l'appareil, ces deux cycles, comment on va pouvoir les faire coexister ou comment on fera leur transition de l'un vers l'autre. L'autre, donc ça je dis, la PPE, on a vu donc une politique d'État, les annonces sur les réacteurs, la partie sur la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, mais il y a aussi des choses qui sont intervenues dans le panorama depuis peu, c'est donc France 2030 qui a donné l'opportunité d'explorer de nouvelles trajectoires, et notamment sur les tout petits réacteurs comme les SMR Newark, où on essaye de voir s'il n'y a pas une autre manière aussi d'avoir des outils de production qui sont un peu différents. Donc, il y a quand même des allocations qui sont de l'ordre, je pense que ça doit être 500 millions d'euros. Et il y a 500 millions d'euros aussi qui ont été mis sur la table par l'État pour des appels à projets qui ont été publiés en mars. Et donc, c'est pour permettre de développer des productions combinées d'électricité. Aujourd'hui, comment on peut le faire, la chaleur, l'hydrogène, il y a toutes ces réflexions-là qui ont été mises en place. Comment favoriser la fermeture du cycle du combustible nucléaire avec par exemple des concepts de réacteurs rapides, la gestion des déchets, comment faire pour optimiser aussi, et puis améliorer la compétitivité de l'énergie produite. Aujourd'hui, il y avait aussi un implicite dans ces appels à projets, c'était vraiment de créer tout un écosystème, créer de nouveaux acteurs derrière ces, ces appels à projets. Et on le voit, puisqu'il y a eu l'émergence et on a les premiers lauréats qu'on voit. Narea avec un réacteur à sel fondu,
nucléaux avec un réacteur au plomb rapide. Donc, c'est des choses qui étaient vraiment totalement absentes dans le panorama nucléaire et que l'État a essayé de promouvoir pour en faire émerger, voir comment il pourrait y avoir des synergies ou comment essayer donc, de bénéficier de cette relance nucléaire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vous ai dit des réacteurs rapides au plomb, des sels fondus. On voit donc qu'il va y avoir toute de nouvelles réflexions qui vont être tout autour de la fourniture. Aujourd'hui, c'est des combustibles qu'on n'a pas. Comment faire pour mettre en place des filières, des nouveaux cycles, parce que c'est pas juste de dire on fait un réacteur. Aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience de l'État qui est de dire on ne peut pas concevoir des réacteurs sans leur cycle associé. Et donc là, pareil, ça amène un certain nombre de réflexions. La gestion des combustibles usés, qu'est-ce qu'on en fait, l'impact sur le recyclage, comment on peut le faire comment dire, euh, pour les intégrer, ou est-ce qu'il faut des nouvelles fonctionnalités qu'on doit s'attendre euh, des, euh, des usines de fabrication ou de recyclage. Et puis, il va y avoir aussi, c'est le corollaire, de nouveaux types de déchets. Comment on fait pour les traiter? Donc, on le voit, hein, on a fait 2 photos d'un combustible UOX REP et un autre RNR. On voit qu'ils ont des morphologies totalement différentes, des teneurs en plutonium qui sont totalement différentes. Donc, tout ça, ça va amener un certain nombre de réflexions. Le combustible, mais si on va plus loin, c'était tout à l'heure aussi, un combustible réacteur, c'est celui des sels fondus. Il y a un effort très marqué sur cette technologie-là depuis maintenant 2 ans, avec donc les études de la faisabilité pour établir les potentialités des réacteurs à sel fondu, puisqu'en fait, réacteurs et cycles sont assez confondus. Si on voulait faire de la transmutation, c'est des choses que l'on verrait bien, puisqu'il n'y a pas de je dois refabriquer du combustible, je l'amène en réacteur, je transmute et je reviens à une usine de retraitement. Donc, il y a quand même des concepts qui pourraient avoir sur le papier qui pourrait être intéressant. Alors, à ce stade-là, on est plutôt à des maturités assez faibles. Hein. C'est des réacteurs qui ont été étudiés, par exemple, aux États-Unis dans les années 50-60. Donc, on n'a pas du tout le même REX en termes de maturité sur ces réacteurs. Mais en même temps, il y a tout à créer. Moi, ce que je vois, nous, ce qu'on voit, grands acteurs là, du nucléaire, ce que nous voyons, c'est que ça a donné une autre impulsion, ça a amené un nouveau regard sur toutes des chimies qu'on maîtrisait moins. Je pense qu'il y aura la troisième conférence abordera ces choses-là, hein, sur la chimie du sel, les procédés de fabrication, de recyclage. Aujourd'hui, on est en hydro, pourquoi pas en hydro, mais ça, on en discutera sur la partie des matériaux de structure, les notions de corrosion, des choses qui sont assez nouvelles. La modélisation des cœurs, il faut dire, il y a des neutrons retardés, ils vont se balader dans le cœur. Comment faire pour les gérer? Enfin, comment dire, un réacteur aujourd'hui à eau légère, on sait discrétiser les assemblages et les situer dans le réacteur. Un sel fondu, comment on fait? Les produits de fission qui vont être générés, comment on va pouvoir les gérer, comment on va pouvoir les anticiper. Et d'ailleurs, il y a eu, comment dire, dans le cadre de l'appel à projet France Relance, un projet là de Isaac, donc qui est vraiment dédié à ces nouveaux systèmes de conversion par les sels fondus, qu'on a bâti avec Orano, le CNRS, Framatome et EDF. Quoi. Donc la R&D s'est emparée de ces sujets-là. Donc ce que je disais tout à l'heure en creux, je ne présente pas comment dire, les verrous, les challenges qu'il peut y avoir en hydro, mais en fait, ils sont juste derrière. C'est-à-dire que lorsque je dis, par exemple, les procédés de fabrication et de recyclage, derrière le recyclage, il y a toutes ces notions d'hydro, ou au contraire de changement de mode de séparation, de revalorisation d'un certain nombre de matières. Sur maintenant comment elles vont évoluer, je vous dis ça, c'est les paramètres qui ont une incidence dans les dernières années là, sur le cycle nucléaire, donc les réacteurs, leur allongement de vie, des appels à projets, un plan de programmation, une programmation pluriannuelle de l'énergie qui donne un certain nombre d'orientations, qui sera certainement revue, parce qu'on a quand même le panorama a énormément changé depuis l'ancienne version, donc on verra comment elle oriente l'ensemble. Et donc aujourd'hui, il faut déjà avoir en tête donc les installations qu'on a dans le cycle, hein, l'usine de La Hague qui a été mise en service en 90 pour UP3 et UP 2800 en 94.
Donc ça, c'est l'usine qui permet de faire le recyclage, le retraitement, et l'usine Melox en 2000 pour la partie fabrication. Ce qu'on voit aussi, qui pourrait être pratiquement dans la première partie, c'est qu'on voit que le Conseil de politique nucléaire a réaffirmé le lancement d'une réflexion en profondeur sur la question du cycle du combustible. Donc on voit que l'État s'est vraiment emparé de cette question-là. Ce n'est pas que des réacteurs, mais c'est vraiment, il faut avoir tous les outils industriels qui sont afférents comment dire, au bon fonctionnement et à notre souveraineté. Donc, c'est vraiment ce qui est rappelé aujourd'hui. On a vu, pour des raisons évidentes, là, ces notions de souveraineté énergétique, elles sont très prégnantes aujourd'hui. Et donc, on essaie de les asseoir sur des outils pérennes, sur des outils qui pourront accueillir le cycle nucléaire dans ces différentes variantes. Donc, Orano-La-Hague avec aujourd'hui une capacité de 1600 tonnes par an et Melox avec 150 tonnes de production de MOX par an. Alors, tout ceci, comment va évoluer quoi aujourd'hui de manière très schématique je rappelle, alors après, j'ai pris le parti pris de faire assez synthétique, hein, c'est de dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait. On reçoit du combustible usé sur la Hague, on fait un cisaillage, donc on le coupe en petits tronçons et on va le dissoudre pour avoir accès à la matière. Et après, on a toutes les opérations comment dire, de séparation par voie hydro, par le procédé Purex. Si tout à l'heure je vous parlais du multirecyclage en REL, qu'est-ce qui va se passer? L'assemblage il va être assez proche, donc au niveau du cisaillage, c'est des choses où il y aura peu de différence. Par contre, à la dissolution, on voit qu'on a des composés qui sont un peu plus riches parce qu'il s'agira de dissoudre des combustibles MOX et non pas des combustibles UOX, qui sont plus riches en plutonium et donc qui sont peut-être plus réfractaires et donc il faut améliorer le procédé de dissolution ou même mettre en place des procédés très innovants comme la voloxydation pour déstructurer totalement le combustible, récupérer une poudre et la redissoudre. Et donc on voit que même ça, c'est des sujets de réflexion, même pour un multi-recyclage en règle. Les procédés de séparation, on voit que donc si je recycle des combustibles MOX, en fait c'est introduire plus de plutonium dans le système. Donc on voit que aujourd'hui, il va falloir traiter plus de quantité de plutonium dans les cycles et donc comment les molécules qu'aujourd'hui on a développées pour les traitements de séparation par liquide-liquide, comment ils vont se comporter avec des quantités plus importantes de plutonium. Et puis si on va plus loin, alors là on change, je vous ai mis une photo des années 70-80 avec un assemblage, on voit qu'on a totalement une autre configuration qu'il faut désassembler, qu'il y a du filet spaceur, donc il y a toute une partie mécanique qu'il faudra développer. On a des combustibles qui sont de l'ordre avec du PU de l'ordre de plus de 20, enfin entre 20 et plus de 25%. Donc là, on va rentrer vraiment dans des zones où la dissolution demande une certaine attention. C'est pas juste dissoudre, mais c'est dissoudre quantitativement, de ne pas avoir de résidus de dissolution. Et le flux de plutonium, qu'on le voit, on va reprendre un facteur 9 par rapport au cycle actuel. Et donc là, pour le coup, ça deviendra indispensable de passer par comment dire, des molécules et des systèmes extractants qui sont plus adaptés à ce type de concentration. La même chose, alors là, sur la fin de l'histoire, hein, donc une fois qu'on récupère le plutonium, il y a toute la partie de conversion, donc on a plus de plutonium. Donc aujourd'hui, pour un multi-recyclage, on pourrait penser qu'on fait comment dire, on multiplie les équipements. Bon, c'est pas très élégant comme manière de faire, mais pourtant c'est quelque chose qui marche très bien. Et puis après, il y aura toute la partie fabrication, donc la préparation du milieu granulaire. Il est très vraisemblable que ça soit, puisqu'on fabrique des MOX d'une certaine manière, ce qui va changer, c'est l'isotopie. Avec une isotopie dégradée avec un E en plus, il risque d'y avoir des soucis de radiolyse, donc on réfléchit sur des nouveaux réactifs. Sur le pressage, donc on voit que c'est des pastilles de MOX, donc il ne doit pas y avoir de grandes évolutions. Et sur le flitage, donc le fait de revenir à une céramique dense, pareil, il y a des choses qu'on est en train de regarder pour utiliser. Fermeture du cycle, cette fois-ci on a des combustibles de type rapide, hein, donc on a des flux encore une fois qui devraient être augmentés, donc on a là pour le coup, on ne peut pas juste multiplier des équipements. Il y a des opérations de cobroyage qu'il va falloir revoir. Enfin, c'est même plus le procédé MIMA, c'est-à-dire une double dilution, mais il va falloir faire le cobroyage d'un mélange. Donc ça, c'est des choses on a regardé par exemple sur le cryobroyage, s'il y a des choses qui pouvaient avoir du sens.
pressage, on revient toujours sur ces notions de céramique et pareil que pour les opérations de feuilletage. Donc on voit sur le site, il va y avoir quand même un certain nombre d'incidences. Alors aujourd'hui, le zoom, il était. Alors je termine avec la partie des déchets. Hein. On voit tout à l'heure ce que je disais, un combustible MOX, ils vont être assez proches. La fermeture du cycle avec tous ces déchets technologiques, eh ben, il faudra peut-être avoir des choses qu'il faudra décontaminer de manière plus poussée. Et donc ça, bon, on verra comment on le fait. On a déjà, par exemple, dans le cas de France Relance, comme quoi de dire cette dynamique, on la voit même sur le cycle actuel. Ben, il y a des choses qu'on regarde dans le cadre de la décontamination des coques actuelles. Hein, comment on fait pour récupérer, pour essayer de supprimer les derniers volets, donc des choses par les sels fondus, par des fusions décontaminantes avec un lithium. Donc on voit pour après revaloriser, recycler, on pourrait potentiellement recycler l'acier de zirconium, vitrifier le laitier, puis après ça devrait amener une diminution quand même du déchet, ou au moins de sa catégorisation de son déchet. Donc ça, c'est fait dans le cadre d'un projet. Là, tout à l'heure, je parlais des appels à projets. Ben ça, c'est Regain a abouti et donc on est en train de travailler sur ces thématiques-là. Maintenant, si on regarde sur la partie hydro, et je vais être très rapide, mais globalement, on a le TBP. Donc, j'ai essayé de représenter en fait pourquoi on a un certain nombre de volonté de faire évoluer les systèmes extractants, et notamment on regarde des nouvelles molécules qui sont de type de monoamide pour les faire évoluer. Enfin, aujourd'hui, c'est le TBP. Qu'on a une molécule qui marche en fait sur un redox. Donc ce que j'ai mis là sur ce graphique là, c'est en fait c'est juste les deux points. C'est et on joue sur le degré d'oxydation du plutonium. 4, je suis extrait. Plutonium 3, je ne suis pas extrait. Donc on a deux états discrets. Alors que les extractants qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas fondés sur une différence d'affinité due à un degré d'oxydation, mais une différence d'affinité due à l'acidité dans laquelle ils sont. Et donc, on a un continuum de valeurs, quoi. Donc ça amène quand même à avoir des systèmes qui sont nettement plus, comment dire, résilients et beaucoup plus accommodants en termes de concentration. On a aussi le fait que ces deux états du plutonium 3 et 4, il y a un élément qui est, je dirais, aggravant, c'est qu'en fait, le plutonium 3, qui est l'état où il n'est pas extrait, en fait, n'est pas un état stable. Donc, on est toujours aussi comment dire, le lait sur le feu, et en plus, donc on est obligé, plus on aura de plutonium, plus on aura de chaleur, mais plus il va falloir être attentif pour stabiliser le système, quoi. Donc le fait de passer par système de type de monoamide, eh ben, on a des choses qui permettraient de voir donc les x3, x9 qu'on pourrait accommoder de manière plus facile. Donc ça, c'est l'idée, les schémas, tout ça, mais on est allé plus loin. C'est-à-dire, alors j'ai représenté là les schémas, on voit la complexité qui fonctionne. Hein. Je veux dire, il y a aujourd'hui, on traite 1000 tonnes par an toutes les années de combustible par le procédé Purex, mais par contre, on voit qu'on est toujours en train de jouer sur un redox, et donc ça amène quand même une complexité dans les cycles. Pour la partie, comment dire, monoamide, on voit qu'en fait, en jouant sur l'acidité de la symétrie qu'on va mettre en face de la phase organique, eh ben, on arrive à obtenir les différentes étapes de séparation et même évidemment de partition entre l'uranium et le plutonium. Donc on voit qu'on est en train donc non seulement on a une simplification, on a des choses qui sont plus accommodantes, donc qui sont quand même un peu dans le cahier des charges, à voir que si on devait faire évoluer, si on a des choses qui sont plus complexes, eh bien on aurait des systèmes qui sont plus simple à gérer. Et donc on l'a fait de manière sur Atalante, donc l'installation qui est sur Marcoule, on l'a fait sur du combustible irradié, sur des essais en 3,8. Donc les quantités par rapport au monde de l'hydrométallurgie semblent petites, mais globalement c'est qu'en fait il y a vraiment du combustible irradié qui a été traité avec des teneurs qui sont assez proches, enfin qu'on a fait évoluer vraiment vers des combustibles MOX, qu'on a fait donc sur des quantités ce qu'on appelle pondérales. Et donc on a de proche en proche, on a amélioré un certain nombre de choses sur le fonctionnement. Donc vous voyez quand même, c'est des petites installations, mais on est en train de mettre en place vraiment
la démonstration que ce type-là pourrait être déployé industriellement dans les années à venir. Donc on voit qu'il y a une optimisation des appareils de séparation à avoir, il y a une méthodologie pour la transition d'échelle qu'on doit bâtir, et puis il y a toutes les opérations annexes, un lavage, comment on fait pour laver le solvant, parce qu'en fait il faut garder une certaine qualité du milieu extractant, comment on le fait, donc la radiolyse, comment elle intervient au niveau de tout ce système-là. Et donc, j'ai repris un exemple qui a été fait donc, on a construit des usines, hein, UP3 et UP2 800 a été faite, et on l'a faite sur des échelles assez importantes. Donc là, vous voyez, c'est une image du dissolver roux. Dans les années 80, on va dire, on l'a fait sur des équipements qui étaient échelle 1, quoi. Donc, et pourtant, on est passé à côté d'un certain nombre de difficultés, puisque la description, elle n'était pas complète. Donc la question qui se pose aussi, donc c'est bien de pouvoir intervenir dans ces GDR, c'est aujourd'hui, ça sera pour moi la transposabilité, parce qu'on par rapport comment dire, à des opérations d'hydrométallurgie classique, on a une composante, je disais, c'est 10, 20, 30 litres de solutions qu'on peut manipuler de combustible irradié dans un laboratoire de R&D. Et comment on fait en fait pour faire cette transition d'échelle? Alors aujourd'hui, on a des simulants inactifs, on a de l'uranium, on a du plutonium, on a du combustible irradié. Et pour construire vraiment une usine, comment on peut franchir? Donc on s'aide bien évidemment par la modélisation, simulation et du dimensionnement classique de génie chimique. Hein, mais comment on fait? Quels sont les outils qu'il faut qu'on développe de manière commune avec les différents partenaires industriels, et comment on garantit que on peut gravir les échelles pour jusqu'à se projeter jusqu'à un atelier, une usine avec de nouveaux solvants, avec des choses qui sont comment dire, qui sont moins connues et qui ont une maturité industrielle qui sont moins fortes en termes de connaissances sur les données de base de ces extracteurs-là. Et puis voilà, donc ça, sur quel matériau, quoi. Il y a vraiment une question de dire on ne pourra pas faire tout sur des combustibles irradiés. Par le passé, ça a été fait sur des grands pilotes. Est-ce que c'est vraiment pertinent de le faire aujourd'hui sur ces grands pilotes-là? Donc, quelques mots de conclusion, quoi, hein. Donc, on voit que le recours à l'énergie, ça a été dit, euh, c'est des choses qu'on voit et qui vont s'intensifier dans les années à venir. On a une démarche technique graduelle, progressive, hein, donc le multi-recyclage en reste, déjà étudier sa faisabilité. Le multi-recyclage après dans un réacteur à neutrons rapide pour fermer définitivement le cycle. On voit qu'il va y avoir des nouveaux procédés en hydrométallurgie qui vont amener de l'acquisition de données de base, la construction de schémas. Il va falloir prévoir aussi l'industrialisation. Et puis, pour clore ma présentation et pour amener comment dire, le sujet d'après, donc les réacteurs à sel fondu que je vous ai évoqué au départ, vont amener certainement aussi une autre manière de réfléchir. Aujourd'hui, on ne raisonne qu'hydro. Ça me semble difficile de le faire qu'en mode hydro. Il va y avoir aussi des opérations qu'on va devoir faire par la pyro. Et donc, je serai très attentif à la conférence suivante. Voilà, je pense que j'en ai terminé. Merci pour votre attention. Et s'il y a des questions, j'espère ne pas avoir dépassé trop le temps. J'ai peut-être tout regardé. Donc, mais s'il y a des questions, très volontiers, j'y répondrai. Non, bah, merci bien, Andrea. Non, non, c'était très bien, excellent timing et très intéressante présentation, merci. Du coup, alors je ne sais pas si vous avez des questions. Je prends toutes les questions, hein. Vous les envoyez dans le chat. Je vais me faire le porte-parole. Donc, première question, question double d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une teneur limite de PU dans le MOX? Alors, il y a des valeurs, oui. Alors, le MOX REL, aujourd'hui, il est limité par des notions vraiment de criticité au sein d'un réacteur, et je pense que c'est de l'ordre il y a moins de 10%, on va dire, pour pas donner de chiffres faux, c'est moins de 10%, enfin, c'est de l'ordre de 10%. On ne peut pas aller au-delà de 10% dans un réacteur à eau légère. En revanche, dans un réacteur à neutrons rapide, on va dire, on a des teneurs de l'ordre de 25%. Et je pense qu'une des limitations à l'époque, c'était celle du retraitement. Justement, on ne veut pas aller trop loin en termes de teneur en plutonium, puisque sinon, après, on aurait un objet qu'on aurait du mal à recycler.
Et donc, je pense que c'est le cycle à l'époque qui avait un peu limité de dire, bah, si vous voulez faire ces combustibles-là en termes de neutronique, on a tout intérêt pour avoir des cœurs denses, on a tout intérêt à augmenter la quantité de matière fissile. Hein. Euh, donc, on a plutôt intérêt à aller à des teneurs hautes. Après, il y a des considérations de sûreté, de pilotage, d'exploitation d'un réacteur, mais globalement, c'est ça les ordres de grandeur. Il faut dire sur un réacteur à eau légère, c'est 10%. Donc, par rapport là, pour le resituer par rapport à un combustible UOX, hein, un combustible UOX usé contient 1% de plutonium. Un MOX, dès le départ, hein, il en contiendra entre 6, 10, ça dépend après où est-ce qu'il est en termes de zonage, quoi, mais on prend déjà un facteur 10, quoi, donc ça amène déjà une complexité. Alors, dans le cas du multi-recyclage, on continuerait à retraiter des combustibles UOX, donc en fait, on aurait quelque chose qui serait entre 1 et 10, quoi. On moyennerait, on pondérerait, on va dire, les quantités de traitement et de ce qui partirait aux extractions. Voilà, je ne sais pas si ça a Ok, répondu. merci. Bon, je pense que ça répond bien. Il y a une autre question du coup, mais je ferai un petit complément parce que donc vous avez dit que tous les réacteurs sont pas compatibles avec du MOX et il y a un programme, c'est ça, de MOXer les 900. Donc est-ce que je pense que c'est un peu ce qu'il y a derrière la question d'Hervé. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur la difficulté pour MOXer les différents réacteurs, donc augmenter la teneur en PU dans les différents réacteurs 1300 versus 900? Alors ça, je suis pas neutronicien, je pourrais pas vous répondre très honnêtement. D'accord. Je botte en touche, mais c'est parce que je pense qu'en fait les spectres, généralement, ce qui est dit, c'est que c'est des conduites qui sont un peu plus abruptes que des réacteurs à eau légère avec des combustibles UOX, et donc pour des notions de, par exemple, je pense que lorsque si on vidange le cœur, il y a toute une partie neutronique qui est regardée, et ça je pourrais pas vous répondre. Donc c'est plutôt mais c'est plutôt du côté de la neutronique. Hein, mais aujourd'hui, on D'accord. s'engage, hein, EDF est en train de regarder ces choses-là sur les 1300 et comment moxer après des 1300. C'est vraiment dans une logique de... eux aussi, ils ont tout intérêt à revaloriser cette matière-là. D'accord. Bon, on est chimiste ici, donc la neutronique, ça nous ira comme réponse. Voilà, c'est... Alors, je ne sais pas il y a d'autres questions. Entre-temps, moi, j'ai une question qui est peut-être très naïve, mais quand on augmente la teneur en PU au niveau du retraitement, après dissolution, la phase aqueuse, elle est à quelle température? Ça va se passer à quelle température ces extractions? Parce que vous avez c'est- parlé de problème de viscosité avec les nouveaux solvants. Donc, du coup, est-ce que ça joue en faveur, en défaveur? Alors, les températures, on est sur des... alors, après, on peut, comment dire, on doit être sur une trentaine de degrés. Donc ça, parce que les combustibles, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont refroidis en piscine et puis après ils seront refroidis sur les piscines de lac. Ça, le premier élément. Deuxième élément, c'est que globalement, une fois qu'on va enlever les produits de fission, c'est eux qui sont la source de chaleur. Donc, mais on le fait quand même aussi sur la première partie des extractions. Donc, on est plutôt sur de l'ordre de 30. Et on est limité aussi, hein, parce que par exemple, pour tous les procédés qui sont mis en œuvre à la Hague, il y a des points éclairs qui sont regardés parce que voilà, enfin, un incendie dans un environnement nucléaire, il serait compliqué à gérer. Donc, il y a ces notions-là, mais enfin, c'est redilué par la phase aqueuse qu'on introduit lors de la dissolution. Donc, il y a quand même il y a cet aspect thermique qui est géré par ça, sinon on refroidit aussi les cuves, aussi cette approche-là. Mais on est plus visqueux. Quand je disais plus visqueux, c'est que les systèmes extractants qu'on regarde aujourd'hui sont plus visqueux que le TBP, qui dans les deux cas, en fait, on se sert aussi d'un diluant aliphatique pour avoir des procédés qui sont, un, qui donnent des bons facteurs de séparation entre les deux phases, et deux, qui aboutissent à des viscosités qui sont compatibles avec des procédés d'hydro. Ok, merci. Du coup, est-ce qu'il y a une autre question? Je ne sais pas niveau timing, Hervé, si on est bon ou si quelqu'un a une autre question, je pense qu'on peut prendre le temps, hein. J'ai l'impression que ça a l'air assez clair dans le chat. Bon. Peut-être pas dans mon discours, c'est pour ça. Ah non, 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 je pense. Je trouve ça très clair. Euh, du coup, ah,
Il y a une question qui arrive, voilà. Oh, bah, il y en a plein, bah, voilà, du coup, il y a plein de questions, hein. Question sur les extractants envisagés pour le futur. Donc là, effectivement, il y a le monoamide qui est dans le pipe. Est-ce qu'il y a donc question subsidiaire, est-ce qu'il y a d'autres extractants qui sont envisagés que les monoamides Les pour le familles futur? de de manière neutre, je répondrais, c'est les familles, c'est la famille principale qu'on explore, quoi. Mais après, on s'exclut pas de regarder d'autres familles. D'autant plus que tout à l'heure, on a aussi des, comment dire, il y a des synergies avec ce qu'on fait pour les mines, quoi, hein. On regarde aussi toute la partie mine, donc ça a apporté un certain nombre, mais globalement, on est quand même, alors il y a quand même il y a un dénominateur commun à toutes ces molécules-là, et ça a été porté par des personnes d'ailleurs qui sont dans l'assistance. Là, on a une règle d'essayer de minimiser les éléments qu'on rajoute dans les systèmes. Donc, on essaie d'avoir des systèmes extractants qui soient faits à base de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Et donc, de supprimer le phosphore qu'on a dans le TBP, quoi. Donc, on essaie d'avoir des choses qui sont plus facilement incinérables. Ok, merci. Allez, une dernière question. Qu'est-ce qu'il en est des déchets étrangers retraités en France? Ils repartent, on ne garde aucun déchet en France. D'accord. C'est vraiment on peut revaloriser. Par exemple, les Japonais, on a revalorisé on a reçu du combustible usé des Japonais, on a récupéré le plutonium, on leur a refabriqué des assemblages de MOX qui repartent au Japon et les déchets repartent au Japon. Là, pour le coup, il n'y a pas d'accord intergouvernemental qui permet de garder comment dire, des déchets. Il peut y avoir la subtilité, je pense, d'avoir des équivalents déchets ça permet d'optimiser un peu les flux, mais sinon, non, tous les déchets, on n'a pas le droit, en fait, d'avoir des déchets étrangers. D'accord. Mais du coup, il y a quand même retraitement de déchets étrangers. Je pense que c'est ça qu'il y avait derrière la question. Ah, Et alors, l'usine s'arrête à la fin de, par exemple, des traitements du combustible d'EDF et elle redémarre avec du japonais ou ça marche en continu et on fait un peu comme l'huile d'olive, on fait un peu au prorata. alors, c'est un peu différent de l'huile d'olive. Enfin, non. Ben, UP3, par exemple, hein, UP3, l'usine UP3 a été bâtie pour le retraitement des combustibles japonais. Donc, on avait vraiment deux usines, une faite pour comment dire, des besoins français, l'autre pour des besoins étrangers. Alors aujourd'hui, je pense que c'est plus panaché, on va dire. Donc, mais c'est vraiment il y a des alternances il y a vraiment toute une comptabilité très fine, hein, de la matière, des déchets. Il y a pas de fongibilité entre les, comment dire, les déchets, puisqu'on n'a pas le droit, l'État français interdit D'accord. qu'on puisse accueillir des déchets étrangers Donc ça marche par campagne, par des bien, campagnes. Donc, bien identifié. il n'y a pas D'accord. de panachage. Alors si c'est voilà. D'accord. Merci, ouais. Tiens, du coup, cette histoire avec les Japonais, ça me fait penser à une question. J'avais vu que l'uranium donc, qui sort du retraitement de l'usine de La Hague, il devait partir en Russie. Pourquoi est-ce que donc c'est de l'uranium 238 en fait, c'est ça, hein, il est appauvri en 235. Et Ouais. pourquoi est-ce que lui doit aller en Russie? Parce parce que qu'est-ce qui reste dans les combustibles UOX en fin de fonctionnement, on a des quantités d'uranium résiduelles qui sont supérieures à celles de l'uranium naturel. D'accord? Donc, si on est à 0,7, on a des concentrations qui sont encore plus élevées. On part de 4,5, mais on ne brûle pas les 4,5% Ouais. d'uranium 135. Donc, on a encore de l'uranium résiduel et donc lui, il est valorisable. Et donc, en fait, il y a une filière qui a été de dire, mais pourquoi on récupère pas l'uranium qui est à l'intérieur là aussi dans l'idée vraiment de recycler, de maximiser la valeur fissile et la valeur énergétique de l'uranium. Et donc, pour le coup, ben, il faut le réenrichir. Et aujourd'hui, l'usine d'enrichissement française à Pierre Latte peut enrichir de l'uranium, mais que de l'uranium naturel. D'accord. Mais c'est une histoire philosophique, c'est-à-dire que je pense que technologiquement, ça serait les mêmes technologies qu'on utiliserait pour faire de l'uranium de retraitement ou de l'uranium naturel. C'est vraiment Mais aujourd'hui, l'usine ne peut pas procéder à cette opération-là. D'accord. Ok, merci. Je vois pas d'autres questions. De toute façon, je pense qu'on est pile dans les temps. Donc, je propose qu'on en reste là. Je vais te remercier encore pour cette intervention très claire. Ou Damien.
Et puis, du coup, j'ai passé la parole à Jean-Pierre, je pense, pour la suite.